Bon, j'ai fait les slides un peu rapidement, donc j'espère que ce sera brouillon. Du coup, je vais vous faire un retour sur le projet SD-WAN qu'on a mené chez Sequence, qui est donc maintenant en production depuis un peu moins d'un an. Donc je vais repasser un peu les différentes phases qu'on a eues dans ce projet-là, d'appel d'offres, de projet, et puis notre attaque sur le run. Donc, en termes de contexte, on avait un contrat avec Orange, un contrat MPLS assez classique qui se terminait en décembre 2020. Donc ça, c'est le point de départ de notre projet. Pour le contexte Sequence, on a eu beaucoup de rachats, d'acquisitions. Donc, même si on avait un seul contrat avec Orange, en réalité, ça représentait 2 réseaux MPLS différents, interconnectés avec une liaison entre les deux qui était loin d'être propre et loin d'être maîtrisée par Orange. Donc, c'était un réseau qui était assez complexe à gérer. Et donc, on était assez content de pouvoir tout remettre sur la table et repartir un peu de zéro sur ce sujet-là. Donc là, j'ai repris des slides de l'époque, hein, donc il y a pas mal de sujets, il y a des terminologies un peu internes, mais bon, on a le système d'information de la société qui a énormément évolué, donc on a des sites qui sont de plus en plus dépendants de notre réseau, donc on avait un vrai sujet sur la fiabilité des réseaux. Et donc, c'était notre objectif principal que d'améliorer la qualité, de mettre en place de la haute disponibilité et puis d'optimiser un petit peu les coûts, vu qu'on était sur un réseau qui nous coûtait quand même relativement cher. On a consulté 9 sociétés différentes, opérateurs ou intégrateurs. On n'a pas fait de distinction à ce niveau-là. Et on a eu 7 réponses des sociétés qui sont listées juste en dessous. Je n'ai pas anonymisé cette partie-là, j'ai anonymisé un petit peu plus loin. Le scope, il est France ou il est… Le scope, il est monde. Il représente donc techniquement une trentaine de sites, mais tous les sites ne sont pas directement connectés au SD-WAN. On a certains sites qui sont connectés de manière indirecte via des hubs régionaux, notamment en Chine et aux États-Unis, ou en Angleterre aussi, où on a un seul site connecté au SD-WAN, et puis après, on a un tunnel IPsec interne au pays. On a, je ne sais plus le nombre de sites en tête, on avait 19 sites en France et 8 sites à l'étranger dans le cadre de ce projet. Donc à l'étranger, on était sur 3 plaques, Europe, Asie, Amérique, et donc les pays Royaume-Uni, Finlande, Allemagne pour l'Europe, Chine, Singapour, Thaïlande pour l'Asie, et Canada, États-Unis pour l'Amérique. Voilà, donc 27 sites raccordés au SD-WAN. Voilà, donc ça, c'est les sociétés qu'on a consultées. Donc moi, j'ai un DSI qui est très adepte du Gartner, donc je lui ai fait une petite synthèse des offres qui ressemble un peu au tableau Gartner qu'il a l'habitude de regarder. En évaluant d'un côté le coût des opérateurs, donc c'est une note de 0 et 5. Celui qui est le moins cher a une note de 5, et après c'est proportionnel en fonction des coûts. Et une note de 0 à 5 sur la partie technique, et puis une note moyenne qui est affichée là au-dessus de la petite bulle. Donc j'ai trouvé la présentation assez intéressante. Je passe un petit peu de temps avec Excel pour faire un truc dans le genre, mais voilà. Donc on retrouve les différents opérateurs qu'on a contactés. Il y a pas, là j'ai volontairement retiré les noms, mais je pense que vous n'aurez pas de mal à en retrouver certains d'entre eux. Et on n'a pas eu trop de débats sur la solution qu'on mettait en place, parce qu'il y avait quand même un trio de tête qui était assez flagrant. On a discuté avec ces 3 interlocuteurs-là pour voir ce qu'on pouvait faire, et on a choisi de partir, ça je l'avais déjà dit, donc on a choisi de partir avec Jaguar Network, qui a mis en place le réseau et qui opère le réseau pour nous. C'est un réseau managé, on ne gère pas la partie SD-WAN. En termes de solutions techniques, donc on avait fait un appel d'offres qui était non prescriptif. Donc là, dans les solutions qui sont là, il y a du SD-WAN, il y a du MPLS, et il y a aussi une solution un peu atypique, VPLS, pour ceux à qui ça parle. Donc une solution un peu plus technique, très intéressante, que nous, on a estimé, c'est celle qui est ici en violet pour information, et que nous, à l'époque, on avait estimé comme étant la solution techniquement la plus intéressante, mais un peu trop complexe à opérer, parce que ça demandait d'avoir un peu plus les mains dans le cambouis que les autres.
mais on avait été assez intéressé par cette technologie qui était un peu inhabituelle par rapport à ce qu'on propose sur le marché. Et puis, on avait une solution SASI aussi qui était proposée par un des acteurs. Voilà, l'intégrateur avait été extrêmement cher dans ses prestations, donc on n'avait pas donné suite sur cette solution SASI, principalement pour des questions de coût, même si on avait trouvé la solution relativement intéressante. Donc, on est parti du coup sur une technologie SD-WAN, voilà, avec tout ce que ça apporte, notamment en termes de visibilité applicative. En tout cas sur le papier, parce qu'en pratique, je ne l'ai pas mis dans le rétexte, donc je le dis maintenant, mais sur la partie visibilité applicative, aujourd'hui, je ne suis pas du tout convaincu. Les statistiques applicatives ne me semblent pas cohérentes avec le type de trafic qu'on a chez nous. Donc, je ne suis pas certain que cette visibilité applicative soit vraiment une valeur ajoutée sur la technologie. Et donc, on a une offre sur les sites français plus étrangers, avec une fibre 100 MB sur tous les sites, sauf 3 qui n'étaient pas fibrables, enfin qui n'avaient pas de fibre à disposition, sur lesquels on reste encore en SDSL. On a certains de nos sites qui sont quand même très isolés. Tous nos sites français ont une backup via du réseau 4G. Ça, j'en reparlerai un petit peu à la fin. L'avantage du backup 4G, c'est que ça ne coûte pas cher. On avait chiffré d'autres possibilités, mais elles sont quand même un peu plus coûteuses. Voilà. Et l'autre avantage, c'est que nos sites étant relativement petits et pour certains d'entre eux relativement isolés, on ne voyait pas trop comment. On était à peu près sûr que les deux fibres allaient arriver dans le même tuyau. Et donc, on ne voyait pas trop l'intérêt d'avoir deux fibres qui allaient probablement être arrachées par la même pelleteuse. Donc, on a privilégié de passer par un autre média que du média cuivre ou optique. En dehors de la... Excusez-moi, du coup, sur la solution SD-WAN, la solution technique, elle avait été imposée par celui qui a remporté Jaguar, parce que c'était quelque chose qui était opéré, ou est-ce que vous vouliez une solution particulière? Non, on n'a pas été prescripteur là-dessus. Donc, on a eu plusieurs solutions SD-WAN avec des technologies différentes. Donc là, Jaguar utilise du Versa Network. On a eu des propositions en Fortinet aussi directement. Vu qu'on avait une partie de notre parc firewall qui était en Fortinet, il y a certains acteurs qui sont appuyés là-dessus pour proposer quelque chose. Donc, on a eu plusieurs choix technologiques et on n'est pas allé creuser plus que ça la solution technique utilisée. On s'est juste assuré que c'était des solutions entre guillemets classiques et référencées et connues sur le marché, mais on n'est pas allé regarder si Versa était mieux ou moins bien qu'une autre solution. De toute façon, eux, ils opèrent une solution technique, donc on peut pas. C'est soit on accepte celle-ci, soit on refuse complètement leur offre. On ne peut pas leur faire mettre en place autre chose. En tout cas, sur la partie opérateur, on ne peut pas leur faire mettre en place autre chose que ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Par contre, c'est vrai que sur la partie intégrateur, il y a certains intégrateurs qui sont multi-techno SD-WAN, mais on n'a pas forcément creusé là-dessus. On a laissé chacun répondre avec ce qu'il maîtrisait le mieux et on a fait notre choix sur le package total, solution technique plus service apporté, puisque on avait notamment, nous, un gros enjeu sur la gouvernance. On était très insatisfait de la gouvernance d'Orange. Et donc, c'était un des points sur lesquels on était assez attentif dans la notation technique, l'accompagnement et la gouvernance de la prestation. Côté hors France, le backup est réalisé via la connexion Internet locale du site, puisque chacun de nos sites en dehors de la France a sa propre connexion Internet qui est gérée par l'IT site local. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, on est interconnecté. Enfin, tout le trafic Internet sort par notre data center. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse différence de débit entre les fibres en France et à l'étranger. Parce qu'en France, on fait passer tout le trafic Internet dans cette fibre-là, ce qui n'est pas le cas à l'étranger. Un point qui était important pour nous, c'est qu'on voulait du SLA 24/7. On a des sites un peu partout dans le monde, donc c'est difficile de ne pas avoir ce 24/7. Ça, on n'a pas eu trop de mal à l'obtenir. Et puis, un certain nombre de SLA sur lesquels je repasserai tout à l'heure. Le SD-WAN apporte, on met souvent en avant des réductions de coûts sur la partie SD-WAN par rapport à du MPLS. Donc là, je vous ai remis les tableaux que j'avais présentés à ma direction à l'époque sur le projet. Donc, il y a en effet une grande réduction de coûts, notamment sur le run. Il y a une petite phrase projet qui était à 40 000 €, mais ça ne représente pas grand-chose. En termes de run sur 3 ans, on est
on est sur un contrat qui coûte 400 000 € de moins que le contrat MPLS qu'on avait à l'époque chez Orange, donc c'est quand même assez significatif. Il faut rajouter à ça quelques coûts liés à la migration, notamment le fait qu'on ait un petit peu de double facturation pendant la migration, ce genre de choses, mais ça reste relativement marginal et en fait, le TCO est relativement faible. En moins d'un mois, c'est remboursé comme écart. En termes de SLA, ce qui a été assez intéressant avec Jaguar, c'est qu'on a pu vraiment négocier tout le contrat et tous les SLA avec nos services juridiques. Donc, on a eu un contrat vraiment sur mesure et avec des SLA assez intéressants, voilà, que ce soit sur les temps d'intervention, les temps de rétablissement, les périodes de disponibilité par mois, sachant que chez beaucoup d'opérateurs, les taux de disponibilité sont calculés annuellement, ce qui fait que si vous avez des gros incidents qui durent une journée ou 2 journées, si vous faites les taux de disponibilité sur l'année et qu'il n'y a pas d'autres incidents, vous êtes dans les clous. Donc là, le fait que ce soit calculé par mois, ça rend les choses quand même un peu plus exigeantes. Et puis voilà, aussi, vu qu'on a de la VoIP, on avait des SLA sur la partie temps de latence entre les sites français et le data center principal, voilà, et la perte de paquets. Il y a d'autres SLA, là j'ai remis les principaux auprès des équipes techniques que j'avais présentées à l'époque. Voilà. Et j'ai mis aussi les pénalités, voilà, de 5 à 10%, il y a différents seuils à chaque fois, donc en fonction, plus on va dépasser le SLA, plus la pénalité augmente. Et les pénalités se cumulent entre elles, donc en fait, ça fait des pénalités qui sont quand même assez fortes et qui, du coup, engagent quand même pas mal l'opérateur sur le service qu'il doit nous livrer. Donc la phase de projet, elle s'est étalée, je ne sais plus si je l'ai écrit, mais elle s'est étalée de janvier à juillet pour le dernier site mis en service. Donc ça, c'est un exemple de tableau de suivi qu'on maintenait à jour régulièrement. Donc là, on est plutôt à la fin du projet, on n'a pas tout à fait terminé, mais donc là, on mettait les sites en prod petit à petit avec un workflow qu'on avait avec les opérateurs. Donc ça, c'est le slide que j'ai montré tout à l'heure, 19 sites en France, 8 sites à l'étranger. Dans les problèmes qu'on a rencontrés, le plus gros problème qu'on a rencontré, c'est au Canada, où on a eu beaucoup de problèmes avec la livraison de la boucle locale. De mémoire, ça a dû prendre 2 mois et demi à livrer la boucle locale sur place. Jaguar a changé d'opérateur local, parce qu'évidemment, Jaguar n'opère pas au Canada, ils ont des partenaires hors de la France. Donc, ils ont changé de partenaire sur la boucle locale au Canada parce qu'ils avaient trop de difficultés à faire livrer, donc ça a occasionné pas mal de délais. On a eu d'autres difficultés un peu plus mineures sur les livraisons de boucle locale, des retards d'une semaine, une semaine et demie sur différents sites, soit en France, soit à l'étranger, mais bon, rien d'extrêmement surprenant sur ce genre de choses. Les livraisons de boucle locale, ça est toujours soumis à pas mal d'aléas. On est sur des sites chimiques, donc certaines fois, il a fallu faire des interventions un peu spécifiques, notamment un des sites où les équipes d'intervention ont dû se former au risque chimique. Ils ont passé les habilités RC1, habilitation au risque chimique, et ça a été pris en charge par Jaguar dans le cadre du projet, sans nous répercuter cette facturation-là, ce qui était assez sympa de leur part, parce que pour le coup, c'était une contrainte qu'on ne leur avait pas donnée au début. Et en Asie, vous n'avez pas eu de difficultés particulières, en Chine, etc.? Non, pas de difficultés en Asie. Il faut savoir que Jaguar avait déjà fait des opérations en Chine, donc avec un autre de leurs clients qu'on avait rencontré en phase d'avant-vente, donc on avait discuté avec eux. Et la Chine, le plus gros problème en Chine, c'est de livrer le matériel, parce que c'est des matériels qui montent des tunnels IPsec ou équivalent à de l'IPsec, donc il y a de la cryptographie, donc c'est des matériels de sécurité, donc on ne peut pas les livrer en Chine. Et Jaguar, dans ses projets précédents, avait rencontré ces problèmes-là, il y avait eu beaucoup de difficultés avec ça, donc ils se sont associés avec un partenaire logistique qui est spécialisé dans ce genre dans les expéditions internationales, en fait. Et ça fait partie du coût du projet. De mémoire, ça doit être 400 ou 500 € par équipement expédié. Donc, c'est significatif.
mais les matériels expédiés arrivent extrêmement rapidement, même en Chine. Je crois qu'en Chine, ils sont arrivés là-bas en moins de 48 heures. Le prestataire logistique s'occupe aussi de mettre les bonnes prises de courant pour s'adapter au pays, etc. Donc, c'est assez qualitatif et ça enlève beaucoup de problèmes. Et pour avoir travaillé il n'y a pas longtemps sur le renouvellement de mes firewalls et avoir un prestataire qui a essayé d'expédier du matériel en Chine sans passer par ce type de sous-traitant, la différence en termes de sérénité de projet, elle se fait vraiment ressentir. Donc, le fait qu'il travaille avec un partenaire logistique dédié, ça fluidifie énormément les choses en termes de formalité douanière, en termes de logistique, c'est extrêmement appréciable. Et sur la partie IPsec, ils nous ont bien dit dès le début que jusqu'à maintenant, ils le faisaient en Chine, ils n'ont jamais eu de problème, ça fonctionne toujours, mais ils ne peuvent pas nous garantir que ça fonctionnera toujours et que si demain le gouvernement chinois décide de mettre en place des mesures plus importantes, peut-être que les tunnels tomberont et qu'on ne pourra pas y faire grand-chose. Donc ça, c'est un risque qu'on a accepté de notre côté, qui n'est pas dépendant de Jaguar, mais que tous les opérateurs auraient eu de toute manière. Sur le plan financier, je parlais tout à l'heure de double facturation. Voilà, on a fait le choix pendant le projet de prendre un peu plus de marge là-dessus, donc de ne pas résilier les contrats pile poil au bon moment pour éviter les coûts, mais plutôt de mettre en prod les nouveaux sites et de résilier ensuite les anciens contrats pour être sûr de ne pas avoir de problèmes et d'interruption de service. Ça nous a coûté un tout petit peu plus cher que prévu, mais en France, ça n'a pas changé grand-chose puisqu'on n'avait qu'un mois de délai de prévenance. C'est surtout à l'étranger, vu qu'on avait 3 mois de délai de prévenance où il y a eu un peu plus de surcoût lié à ça, mais bon, c'est une décision qu'on a prise en connaissance de cause pendant le projet. Ça nous évitait d'avoir à gérer des calendriers trop précis. En dehors de ça, on n'a pas eu de gros problèmes pendant le projet. La chose dont on savait dès le début, mais dont on s'est vraiment rendu compte pendant le projet, c'est qu'il y a beaucoup de sites. 27 sites, c'est long. C'est très long. Et donc, on a travaillé là-dessus à deux avec un de mes collègues. On faisait les mises en production, parfois 2 ou 3 sites par semaine. Ça prend énormément de temps. Les mises en production prennent en tant que telles 30 à 40 minutes. On avait une batterie de tests à effectuer à chaque fois. Donc, ça prenait un petit peu de temps, notamment le test de bascule sur le réseau 4G en France ou sur le réseau de secours à l'étranger. Donc, il fallait prévoir, on va dire, entre 30 minutes et 1 heure pour une migration sans incident. Il y a plusieurs migrations qu'on a dû recommencer 2 fois parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été prévues, qui n'avaient pas été faites correctement sur les sites, soit parce qu'on ne connaissait pas assez bien le réseau local, soit parce qu'il y avait des spécificités qui n'étaient pas maîtrisées. Donc voilà, une trentaine de sites, ça demande énormément de temps et énormément d'investissement aux équipes. Et nous, en étant 2, mon collègue a fait à peu près, je sais pas, 80% des migrations, je pense. J'en ai fait une petite partie. Et en étant que 2 avec quelqu'un qui a récupéré une très grande majorité de ces migrations, ça fait, voilà, ça fatigue les équipes et voilà, faut bien en être conscient quand il y a des grosses migrations comme ça. Du coup, moi, j'avais une petite question supplémentaire. Donc, aujourd'hui, toute la partie connectivité est aussi déléguée à Jaguar, ou est-ce que la partie connectivité est gérée par vous et Jaguar fait juste l'opération, enfin, la gestion de la solution SD-WAN, etc. Alors, on est parti pour la solution la plus confortable. Donc, c'est Jaguar qui opère, qui livre les fibres de chaque site dédié au SD-WAN et qui opère le SD-WAN. Et c'est vrai qu'on peut monter du SD-WAN sans avoir de fibre dédiée, c'est même son principal intérêt. Et ça, c'est ce qu'on vient de faire là, ça s'est terminé il y a quelques semaines, sur un de nos nouveaux sites qu'on vient d'acquérir. On a acquéri un site en décembre et on a monté une liaison SD-WAN sur ce site-là et on n'a pas commandé de fibre dédiée. Donc là, on utilise vraiment le réseau qui préexistait sur le site et donc Jaguar vient juste en tant qu'opérateur SD-WAN, mais n'a pas de liaison physique sur le site. Donc cette fois-ci, c'est en Israël. Et là encore, on voit que le SD-WAN nous a permis de réagir assez rapidement. Enfin, ça a pris pas mal de temps pour des problématiques locales au site, mais voilà, Jaguar, je leur ai passé commande. Une semaine plus tard, les équipements étaient prêts à être expédiés sur site.
avec les configurations, avec les équipements préconfigurés. Donc, il n'y avait plus qu'à les expédier sur site et à les installer. Après, il y a des problèmes locaux qui font que ça a pris beaucoup plus de temps, mais on est capable, aujourd'hui, je sais qu'on est capable de déployer un site je sais pas, en 2 ou 3 semaines sans problème. Donc maintenant, on a mis en prod le dernier site en juillet 2021. Donc on a presque un an de run, on va dire, grosso modo. En un an de run, on a eu très très peu d'incidents. On n'a eu aucun incident lié à la technologie SD-WAN en tant que telle, lié au boîtier Versa ou aux équipements. Là-dessus, on n'a eu aucun problème. On a eu quelques problèmes liés à la boucle locale des sites, mais comme on en avait avant sur le MPLS, ça n'a pas changé les choses. Ce qu'on a ressenti par contre, c'est qu'on est mieux accompagné. On a des meilleurs suivis d'incidents qu'avec Orange. On a aussi des meilleurs accès aux escalades des opérateurs d'infra. Ça, c'est quand même un point qui est assez important, c'est qu'avant, quand il y avait une coupure de fibre, on appelait Orange, puis ils nous disaient « oui, il y a une coupure de fibre, il faut que vous attendiez ». Et on n'avait aucun moyen d'avoir de l'information sur ce qui se passait ou de faire des escalades quand c'était des coupures trop longues. On se sentait vraiment impuissant par rapport à ça. Et là, le fait que ce soit Jaguar qui remonte auprès de l'opérateur et pas nous, ça leur donne un poids qui est tout à fait différent. On n'est plus un petit pousset face à Orange. Jaguar est un très gros client d'Orange, donc ils ont des canaux d'accès beaucoup plus efficaces que nous. Et on a des meilleurs comptes rendus d'incidents, y compris sur des liaisons Orange. On a des meilleurs rapports d'incidents maintenant qu'on n'est plus client Orange qu'avant quand on était client Orange. Donc c'est un peu comique, mais c'est une réalité. Et du coup, ça, en termes d'opération, c'est assez appréciable. On a eu très peu d'incidents qui ont dépassé les SLA, et quand on en a eu, c'était toujours des incidents, ce qu'ils appellent les incidents collectifs, donc des dégradations, soit accidentelles, soit volontaires, sur des équipements, du genre voiture qui percute un poteau et qui arrache la fibre qui est posée dessus, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est toujours des choses qui prennent beaucoup de temps. On a des projets d'évolution de notre SD-WAN. Aujourd'hui, on n'a pas d'interconnexion directe avec les cloud providers. Aujourd'hui, on travaille avec 3 cloud providers, AWS, Azure, et puis OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Donc, on est en train de mettre en place une interconnexion dédiée en cœur de réseau avec le réseau SD-WAN et avec ces cloud providers-là. Donc, pareil, c'est Jaguar qui va opérer et qui met en place tous ces systèmes-là. Et là, on est en cours là-dessus. On devrait mettre en place AWS la semaine prochaine, je pense, normalement, si tout va bien. Côté coût, parce que ça, c'est quand même un point important, le SD-WAN vient avec une promesse de réduction de coûts. Donc, c'est important en rétexte de savoir si cette promesse est respectée ou pas. Là-dessus, il n'y a eu aucune surprise sur les coûts. On paye au centime près la même chose tous les mois. Il n'y a aucune surprise, aucun problème. Je ne sais pas si c'est lié à la technologie probablement, mais c'est aussi lié à l'opérateur. C'est vrai que chez Orange, on a eu beaucoup de problèmes de facturation à certaines époques. Donc, là-dessus, c'est très confortable de bosser sur ce contrat-là où voilà, on a les mêmes factures exactement au centime près tous les mois et on n'a pas de trucs bizarres qui se produisent sur les factures. Côté négatif, on a misé notre backup sur la 4G en France. C'est très mitigé comme résultat. C'est-à-dire qu'on a fait des tests quand on a mis en service, on a fait des tests de bascule sur la 4G avec des tests de débit sur tous nos sites, sans exception. Donc, on savait très bien à l'avance quel site fonctionnait, quel site ne fonctionnait pas, parce que, en effet, il y a eu quand même quelques sites sur lesquels la 4G ne passait pas du tout, parce que c'était une zone blanche, parce que le boîtier était au milieu du bâtiment, sans fenêtre ou sans accès extérieur, etc., ou en sous-sol. Donc, il y a 2-3 sites sur lesquels la 4G ne fonctionnait pas à cause du bâti, on va dire. Donc ça, il n'y a pas eu de surprise là-dessus. Par contre, tous les autres sites, quand on a fait les tests de mise en production, on avait des débits qui allaient de 70 MB à 90 ou 100 MB en fonction des sites. Donc, a priori, plutôt positif lors des tests de mise en service. Mais par contre, quand on a eu des vraies situations d'incident, ça a été très peu fiable. Ça a fonctionné sur certains incidents, ça n'a pas fonctionné sur d'autres incidents, même si c'était parfois sur le même site.
Et on a eu un incident sur un de nos sites qui est en Normandie, sur lequel c'est un incident collectif, donc je crois que la fibre a été arrachée sur plusieurs centaines de mètres avec deux poteaux de support à reposer. Enfin bref, c'était un très gros incident, il y en avait pour plusieurs jours de boulot. Le backup 4G a fonctionné parfaitement pendant plus d'une journée, et puis au bout je sais pas, de peut-être une trentaine d'heures à peu près, la 4G s'est coupée, et là, il n'y avait plus rien, et impossible de remettre la 4G en état. Et on n'a jamais su pourquoi la 4G ne fonctionnait plus pendant cette période-là, et puis la fibre est revenue une bonne dizaine d'heures plus tard, je pense. Donc ça a été assez long quand même, mais voilà. Donc backup 4G, sur le papier, ça semble assez intéressant. En pratique, c'est assez peu fiable. C'est un média qui est très incertain. On a un site sur lequel il y a eu pas mal de coupures. Il y a eu peut-être 3 ou 4 coupures en 5 mois, parfois courtes, parfois longues. Et le 4G, parfois fonctionnait, parfois pas. Enfin, il y a des fois où le 4G ne fonctionnait pas du tout. Il y a des fois où je contactais le site pour leur dire vous avez une coupure de fibre. Est-ce que c'est pas trop dégradé? Où les gens ne s'étaient même pas rendus compte qu'il y avait une coupure de fibre. Donc, c'est vraiment très incertain. Et même en améliorant la connexion 4G, en mettant en place des antennes extérieures pour être sûr d'avoir une bonne réception, on reste avec des résultats assez mitigés et assez incertains. Donc, voilà. On reste persuadé que, vu la taille de nos sites, on ne peut pas avoir une vraie double adduction sur la plupart de nos sites, et que de faire un backup avec du réseau filaire, ce ne serait pas une solution, parce que le backup serait coupé avec le principal 9 fois sur 10. Par contre, on a certains de nos sites qui sont assez grands et qui peuvent avoir une double adduction, donc ceux-là, on va probablement mettre en place une double adduction fibre. Et puis pour les autres sites, on regarde du côté de Starlink pour mettre en place un backup via satellite. Ça, c'est des axes de réflexion qu'on a aujourd'hui. Voilà un peu sur le rétexte qu'on a de ce projet SD-WAN. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre côté. Oui, pour la 4G, c'était chaque site, c'était différents opérateurs, ou c'était aussi Jaguar qui gérait la 4G Alors, c'est Jaguar qui gère la 4G avec des SIM multi-opérateurs. D'accord. Donc, alors, il y a plusieurs choses quand on dit SIM multi-opérateur, il y a plusieurs systèmes qui existent. Il y a des systèmes qui utilisent plusieurs opérateurs en même temps. Alors, ce n'est pas une vraie SIM en réalité, mais bon, peu importe. Là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une SIM qu'on peut configurer soit sur un opérateur, soit sur l'autre. Donc, ce n'est pas à la main du client. On ne peut pas changer d'opérateur toutes les 3 minutes. Par contre, je peux demander à Orange, à Jaguar, de changer un opérateur de Orange, enfin un site en particulier de Orange à Free, ou de Orange Bouygues SFR. D'accord. Pour la petite blague, ils n'ont pas Free dans les contrats. Mais c'est des choses qu'on peut faire une fois de temps en temps, quoi. Pas tout, c'est pas immédiat. Ça prend quelques jours à être fait comme modification. Donc, on a mis par défaut, les sites sont en Orange, et après, j'ai demandé aux IT sites de vérifier si c'était le meilleur opérateur ou pas. Certains l'ont fait de manière très sérieuse, en testant avec différents téléphones, en regardant les cartes que je leur avais fournies. Je leur avais fourni le lien vers la carto de l'ARCEP. Donc, il y en a qui ont fait le travail très sérieusement et qui m'ont dit quel opérateur ils voulaient. Il y en a d'autres qui se sont contentés de me dire qu'Orange c'était bien sans aller vraiment plus loin. Donc, mais après, voilà, les sites sur lesquels on a eu des incidents, on a vérifié si la 4G était optimum. Mais honnêtement, la plupart de nos sites sont plutôt bien couverts, et donc on aurait été chez Orange ou CSFR, ou chez Bouygues, ça n'aurait pas changé grand-chose. D'accord. Et à l'étranger, vous êtes aussi sur de la 4G dans le même type de configuration, ou c'est différent à l'étranger? Non, à l'étranger, on n'a pas de 4G. On s'appuie sur la connexion Internet locale des sites. Nos sites étrangers ont tous une connexion Internet locale qu'ils ont gérée eux. Alors pareil, en termes de double adduction, on ne sait pas trop ce qu'il en est. On ne sait pas vraiment s'il y a une double adduction ou pas. C'est probable que non. Mais c'était un peu la solution la plus simple, parce que pour le coup, de la 4G à l'étranger, ça nécessitait de passer des accords, d'acheter des SIM locales chez l'opérateur. Et on ne voulait pas rentrer dans cette complexité-là, vu qu'on a quand même pas mal de pays différents et que nos IT sites, ça dépend des sites, mais
On a beaucoup d'IT sites où les IT sont pas autonomes, ils ne peuvent pas gérer des choses comme ça tout seuls. Donc, voilà, ils font du support de premier niveau. Donc, on ne voulait pas avoir à le gérer nous. Et donc, on a fait au plus simple. On a aussi un niveau de dépendance vis-à-vis du réseau qui n'est pas le même. Les sites étrangers sont moins dépendants du réseau parce qu'ils utilisent moins les outils corporate que nous. Le niveau d'utilisation des outils n'est pas du tout uniforme dans le groupe. Donc, nos sites en Asie, la plupart de nos sites en Asie, par exemple, n'utilisent pas SAP comme ERP. Donc, s'ils n'ont pas accès au réseau Sequence, ils subissent moins d'interruptions de fonctionnement que les sites français qui, eux, sont très dépendants de leurs ERP. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez des questions pour Stéphane? Déjà, merci beaucoup, Stéphane, pour ce retour. C'est super clair et complet. Donc, c'est top. Si vous voulez, il y a encore quelques instants pour prendre des questions. Sinon, après, on passe à Vassis et Cato. Oui, Stéphane, j'avais une question. Jaguar, ils opèrent du filtrage réseau avec un firewall en cœur de réseau ou c'est fait par site? Non, alors la solution qu'ils mettent en place, je ne sais pas si Versa le permet ou pas. Donc, eux, ils utilisent des boîtiers Versa. Je ne sais pas si ça peut faire du filtrage ou pas. Je pense que oui, parce que dans les interfaces web, on voit des options de filtrage, mais en tout cas, ce n'est pas exploité et ça ne fait pas partie de leur offre de service aujourd'hui. Nous, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaitait. Pour aller même jusqu'au bout de la réflexion, on avait eu une proposition de monter du réseau SD-WAN avec les firewalls Fortinet qu'on a dans notre parc, en sachant que nous, on n'avait pas du Fortinet partout, mais on avait une volonté de mettre du Fortinet sur tous nos sites, sans exception, même les petits sites avec 20 personnes. Et on a bientôt terminé. Et on s'était posé la question d'utiliser le SD-WAN de Forti. Et en fait, là où on a tranché, c'est de se dire Forti fonctionne bien pour le firewalling. Je ne sais pas ce que ça vaut sur le SD-WAN. Si on fusionne ces deux briques et qu'on utilise la même techno pour le SD-WAN et que le firewalling, et que le firewalling fonctionne bien, mais le SD-WAN ne fonctionne pas bien, ou à l'inverse, le SD-WAN fonctionne bien, mais pas le firewalling, ben on va être quand même très contraint dans nos évolutions d'architecture et faire migrer une brique qui fait et le SD-WAN et le firewall d'une technologie à une autre. C'est quand même beaucoup plus compliqué que migrer les deux briques de manière indépendante. Donc, on a préféré dissocier ces deux briques. C'était un choix volontaire et vraiment, c'est quelque chose auquel on a vraiment réfléchi par avance. Et on ne voulait pas de technologie qui fasse les deux, firewalling plus SD-WAN, pour éviter de complexifier des migrations futures d'une technologie vers l'autre. D'accord. Et du coup, avec votre connectivité avec le cloud, là par exemple avec AWS ou même avec Azure, du coup vous passez par votre data center et puis vous avez de la connectivité directement vers votre VPC ou vers vos équipements dans le cloud, ou est-ce que vous basez sur une brique de la technologie SD-WAN chez AWS ou chez Azure? Comment ça se passe? Alors, jusqu'à maintenant, on arrivait au data center et du data center, on avait une sortie Internet et on avait nos tunnels IPsec qui étaient montés vers AWS, Azure et OCI récemment. Donc ça, c'est ce qu'on a encore aujourd'hui. Hein, on fonctionne comme ça et bon, ça fonctionne bien, mais on rend nos sites. Enfin, les data centers sont sur le chemin entre les sites et les infrastructures cloud. C'est quand même un petit peu dommage parce qu'on monte des infra cloud avec des très hautes disponibilités en multi-zone, multi-région dans certains cas, et nos data centers ne sont absolument pas sur le même niveau de disponibilité. Donc, on avait besoin de retirer les data centers de l'équation. C'est pour ça qu'on fait évoluer notre réseau SD-WAN. Alors, je n'ai pas préparé le schéma,
mais on est en train de faire évoluer le SD-WAN avec Jaguar pour créer une interconnexion avec nos cloud providers directement en cœur de réseau. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment sur le SD-WAN où il va y avoir une forme de site virtuel, entre guillemets, qui va nous interconnecter avec les différents opérateurs, les différents cloud providers. Ça, on est en train de le monter en ce moment. Et en effet, quand on l'a demandé à Jaguar, on s'est retrouvé avec deux solutions. Soit monter des boîtiers Versa directement chez les cloud providers, et en l'occurrence, les boîtiers Versa, on peut les retrouver sur le marketplace AWS, donc c'est tout à fait possible de le faire. Soit passer par des solutions plus opérateurs, c'est-à-dire se connecter avec Jaguar, qui servent d'intermédiaire, et depuis les data centers Jaguar, se connecter sur les cloud providers. On est parti sur cette deuxième solution. C'est celle que Jaguar nous a recommandée et c'est celle qui nous a semblé aussi la plus simple à mettre en œuvre. Alors, pas forcément d'un point de vue technique, parce que la technique derrière est un poil compliquée quand même, mais cette complexité, elle est gérée par Jaguar. Donc, nous, ça nous simplifie énormément les choses. C'est eux qui gèrent la mise en place de la connexion entre notre SD-WAN et les sites de leur data center qui gèrent eux, et ils gèrent l'interconnexion avec les cloud providers. Nous, on a juste à aller faire les configurations dans les transit gateway AWS ou équivalent chez les autres cloud providers. Donc, ça nous a simplifié quand même pas mal les choses. On est en train de le mettre en place en ce moment. On a fait un atelier sur la partie AWS un peu plus tard qu'hier, et normalement, on devrait mettre en place la liaison d'ici quelques jours. Non. Donc, c'est en train de se faire. Donc, là-dessus, je n'ai pas encore un vrai rétex, mais en tout cas, pour l'instant, ça se présente plutôt bien. Voilà. Et ça nous permet aussi de centraliser les coûts, parce que du coup, la majorité des coûts est côté Jaguar et pas côté opérateur cloud. Donc, ça nous permet aussi de payer une seule facture pour la partie réseau, plutôt que d'avoir à gérer des boîtiers Versa qui seraient qui seraient facturés par une autre entité que Jaguar. Simplifier un peu la tâche aussi là-dessus. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. En plus, on tient pile poil le timing, c'est impeccable. Je vais juste laisser la parole donc, à Frédéric et Grégory pour nous présenter un petit peu Avasys. Et puis ensuite, on regarde plus en détail avec Adrien donc les solutions Cato. Normalement, tu dois avoir accès pour présenter, je pense. Frédéric. Ouais, c'est tout bon. Ouais, bonjour à tous, Frédéric Verstacci d'Avasys, je suis directeur commercial du groupe. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de commerce aujourd'hui, ni de marketing d'ailleurs. On voulait surtout, avec Grégory ici, présenter en 2 slides qui est Avasys. Alors, j'ai le plaisir de voir qu'il y a pas mal de nos clients qui sont autour de ce conférence, donc je vais rentrer dans le sujet. En tout cas, on est très content de participer aujourd'hui avec vous à cette réunion, puisqu'on a déjà fait avec Pierre-Antoine un premier galop d'essai lors des journées de la cyber, qui s'est avéré particulièrement intéressant. Donc, on espère pouvoir, avec nos amis de Cato Networks, vous apporter un petit peu de valeur technique. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Avasys, c'est une ESN lyonnaise, mais à envergure nationale. Et pour faire très, très simple, on agit sur le domaine du système d'information entre le câblage et l'applicatif. Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à retenir, s'il y avait une seule chose à retenir concernant Avasys. Donc, nous restons une PME avec une centaine de personnes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un nombre de clients assez significatif. Je disais, je vois autour de ce conférence qui nous accompagne depuis quelques années. Donc, on est à un peu plus de 600 clients actifs au niveau national et avec une capacité à adresser un grand nombre de sujets. Je laisserai la parole à Greg juste après. Donc, notre empreinte, vous l'avez compris, on est une société lyonnaise. Donc on est très content d'être à l'IRA en partie pour cette raison. Et nous intervenons partout en France, notamment sur le croissant PACA, mais aussi dans l'Ouest et bien évidemment sur notre agence de Paris. Voilà, donc j'en dirais guère plus concernant Avasys. Encore une fois, on est très heureux de participer et je laisse la parole à Greg sur nos métiers. Mais bonjour, merci. Bonjour Fred. Merci. Donc, Grégory Longville, moi je suis directeur technique d'Avasys. Alors, Avasys, depuis une dizaine d'années, travaille sur différents cœurs de métier, notamment plus concernant le point d'aujourd'hui, la partie
fournisseur multi-cloud, alors forcément les métiers qui touchent aux infrastructures, et depuis plusieurs années, les métiers de nos clients et les usages des infras, du SaaS ont considérablement évolué. Et pour répondre à ces nouveaux besoins et ces nouveaux enjeux, on a mené une étude à savoir quel produit aujourd'hui du marché nous permettrait de répondre à ces enjeux chez nos clients. Donc, on a lancé une étude assez complète du marché, et finalement, on a retenu la solution Cato pour traiter ces enjeux chez nos clients. Voilà, c'est une solution qu'on a décortiquée avec l'équipe technique et qu'on a le plaisir aujourd'hui de pouvoir présenter à nos clients et voilà. Voilà, donc on va laisser la parole à Adrien pour entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci. Ok, bonjour à tous. Alors, normalement, je partage mon écran. Je vais juste vérifier. C'est tout bon. Ouais, c'est parfait. C'est tout bon en plein écran? Ouais, ça va. Ok, Ouais, parfait. Eh ben, bonjour, Adrien Porcheron. Donc, je suis chez Cato Network. Je suis basé à Lyon. J'ai rejoint les équipes il y a 8 mois maintenant. Avant, je travaillais chez Nutanix où j'ai passé un petit peu plus de 8 ans et préalablement chez Citrix. Donc, il y a pas mal de personnes autour de la conférence que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans différentes vies professionnelles et notamment celle de Cato Networks. L'idée, là, c'est de parler de SASI. C'est complémentaire à l'intervention qu'on vient de voir de Stéphane Diacno. Le SASI, ça veut dire Secure Access Service Edge, et le A, voulant dire accès, reprend en partie les capacités technologiques qu'on va retrouver dans les solutions de SD-WAN. Donc le SASI va au-delà. C'est une plateforme qui converge à la fois des services de réseau, comme le SD-WAN, comme la gestion des liens opérateurs, de la qualité de service, du monitoring en temps réel sur l'évaluation des performances des réseaux et des services, et puis les briques de sécurité qui vont passer du firewall avec la gestion de tout ce qui peut être lié aux menaces et à la détection de failles de sécurité. Une équipe en France qui s'est bien agrandie. Alors, on a la chance là, dans l'auditoire d'avoir M. Pelou de chez Sames Crémin, qui est un de nos clients, donc qui a collaboré déjà avec des équipes Cato. Je vais passer rapidement dessus. L'idée, c'est de vous parler plutôt des défis. Le SD-WAN, on l'a vu, c'est une façon de reprendre la main sur l'opérateur, d'avoir plus de visibilité, plus de capacité, d'avoir une redondance au niveau des liens, une capacité à avoir de la résilience, de la sécurité, plus de visibilité applicative, reprendre le contrôle aussi sur la gestion des classes de services en fonction des applications qu'on va consommer. Et l'extension vers le SASI, on consomme de plus en plus d'applications en mode SaaS, de l'Office 365, des ERP, de la voix sur IP. On a de plus en plus d'utilisateurs mobiles qui ont besoin aussi de consommer ces mêmes ressources et ces applications à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est là où le modèle SASI prend tout son sens, puisque ça va être une architecture distribuée globale qui va permettre de délivrer l'accès à toutes les ressources, donc qu'elles soient on-prem ou dans le cloud, et à tous les utilisateurs, qui soient derrière des sites ou dans un contexte de mobilité. Et donc, c'est la partie SSE, finalement, de la brique SASI, qui va permettre de garantir cette continuité de service applicative, l'analyse de la sécurité pour derrière définir les meilleures politiques. Donc, chez Cato, en fait, on a inventé ce nouveau modèle d'architecture. Donc, c'est une nouvelle génération d'architecture qui combine et qui converge le réseau et la sécurité. L'objectif, c'est d'éliminer les silos d'infrastructures, donc la complexité liée au management de plusieurs solutions. Indirectement, de réduire les coûts, et on l'a vu aussi dans l'exemple, le SD-WAN est un facteur important de réduction des coûts, MPLS, mais également lié au maintien en condition opérationnelle des équipements. Et moins on a d'équipements, moins on a de consoles, et plus on est efficient sur maintenir les services. Et puis le dernier point, c'est réduire les risques. Quand on a le contrôle et la visibilité sur les flux, on a une meilleure visibilité sur la mise en service des applications, de ce qu'on offre aux utilisateurs et ce qu'ils consomment et comment ils le consomment. Donc, si on a le temps, je ferai des petites parenthèses vers la console d'administration de Cato pour vous montrer des cas d'usage assez spécifiques ou des monitorings pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente derrière. Alors, Cato est une jeune compagnie créée en 2015 par deux pionniers et leaders du monde de la sécurité des réseaux depuis plus de 30 ans. Shlomo Kramer est un personnage connu, c'est le fondateur et le créateur du firewall. Donc, il a cofondé Checkpoint dans les années 90, il a créé Hypervine, Capsula, il a financé Palo Alto.
Donc, c'est voilà, quelqu'un qui a déjà une vision des solutions de sécurité et qui a décidé en 2015 de créer un nouveau modèle d'architecture pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui, qui est la modernisation, qui est la digitalisation, qui est la mobilité. Et donc, ça nécessitait d'avoir une nouvelle approche. Donc, aujourd'hui, on est, malgré le fait qu'on soit une jeune entreprise, on a fait quasiment 3 ans de R&D avant de commercialiser nos technologies. Donc, en l'espace de moins de 4 ans, on a déjà plus de 1200 clients en production. Donc, on a plus de 18 000 sites connectés en temps réel sur nos infrastructures. Et on manage plus de 300 000 utilisateurs simultanés qui se connectent à travers le backbone à l'international dans plus de 150 pays pour accéder aux ressources qui sont managées par le Cato Cloud. Mais je parle bien manager parce qu'en fait, c'est une offre de service Cato qui intègre des équipements, mais surtout une approche service avec des SLA qui vont derrière. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, bien entendu. On a pas mal de clients internationaux, alors des belles références qui font écho, Sixt, les loueurs de voitures, QPark, les parkings, Comdata, qui est un des leaders des centres d'appel et de support. Pour autant, sur la France, on a déjà, en l'espace d'à peine 2 ans, la chance d'avoir plus d'une quarantaine de clients qui nous font confiance. Et on a des belles enseignes régionales, notamment Sames Kremlin, que je souhaite mettre à l'honneur puisqu'on a la participation de cette société dans la session. Donc, éventuellement, je vous invite à partager aussi votre expérience avec Cato quand vous le désirez. On a également Grand Frais qui est en train de déployer la solution, qui a fait le choix en octobre dernier et qui déploie en à peu près 40 sites par mois. Alors là, c'est la capacité, la facilité de Cato qui permet le déploiement massif. On a la société Olot, qui est aussi basée entre Lyon et Saint-Étienne, qui a déployé la solution il y a déjà plus d'1 an et qui bénéficie de tous les services qu'on va retrouver dans la plateforme de convergence de Cato. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. N'hésitez pas en tout cas à prendre contact, puisque je pense que c'est aussi des gens qui sont membres de l'ADIRA, Olot, Blanchon, Sames, Grand Frais. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions préalables, à vous rapprocher de vos confrères. Et donc, Olot n'est pas dans le call, mais par contre, Eric, effectivement, si vous voulez prendre la parole à tout moment, n'hésitez pas. Ça marche. Donc, l'idée, en fait, c'est parler du point de départ, des défis à relever. On se retrouve souvent des clients qui ont, depuis une dizaine d'années, souscrit à des services MPLS pour connecter les data centers aux agences. Et pour autant, on l'a dit, le monde s'est ouvert, il s'est digitalisé, il est devenu hybride, on consomme des applications SaaS, cloud. On vient de le voir dans le contexte d'avant, on a des utilisateurs présents derrière des sites, mais également dans un contexte de mobilité. On peut se retrouver des sites à l'international. Et donc, l'idée, c'est de simplifier, de manager d'une seule voie l'intégralité de ces canaux de communication qui ne sont pas uniquement finalement entre le DC et les sites, mais également tournés vers l'extérieur. Et c'est là où différentes technologies vont permettre de résoudre un certain nombre de cas d'usage. Le SD-WAN qu'on vient de voir, notamment reprendre la main sur son réseau, la visibilité, la gestion de la qualité de service, et de pouvoir utiliser l'Internet pour connecter n'importe quel site dans le monde à ces infrastructures, et notamment les data centers, puisqu'on parle quand même de passer par un concentrateur quand on est sur ce type de solution. Et puis derrière, adresser les architectures cloud, on peut déployer des solutions d'accélération, des firewalls as a service, des UTM sur site également pour gérer la sécurité, comme on l'a vu dans le cas précédent avec les Fortinet. Et puis quand on est sur un contexte international, la difficulté, c'est de gérer les peerings entre les opérateurs et la capacité à adresser un réseau unifié pour connecter toutes ces ressources. Et souvent, les opérateurs passent par des tiers pour gérer contractuellement des accords de communication ou d'interconnexion. Et puis, on continue de gérer la sécurité, bien entendu, de nos data centers. On peut déployer des solutions spécifiques à la mobilité. Donc, on se retrouve finalement avec pas mal de technologies, différentes stacks qui sont souvent basées sur des appliances et qu'on va devoir manager. Ce que Cato a créé dans son modèle d'architecture, c'est le fait de simplifier en fait, et de rompre avec ces silos d'infrastructure pour apporter une solution d'ensemble qui va piloter tout ça. Le Gartner est allé plus loin en fin 2019. Le Gartner a créé le terme SASI suite à l'émergence de Cato. Et aller plus loin, on dit il faut ce modèle d'architecture, il est obsolète parce qu'il n'est pas du tout adapté finalement à la façon dont on consomme les ressources IT aujourd'hui, la voix sur IP, les ERP, les applications en mode SaaS, etc.
Donc, il faut revisiter notre copie. Et ce que dit le Gartner, c'est que le modèle donc SASI, qui converge les capacités réseau, on voit sur la partie gauche du schéma, et les capacités de sécurité, intégrées au sein d'une même plateforme, va simplifier à la fois la gestion opérationnelle, puisqu'on va simplifier le nombre d'équipements, réduire le nombre d'équipements, et puis aussi on va pouvoir avoir une visibilité de bout en bout. Et la deuxième étape, c'est de dire il faut créer une rupture entre les appliances et le software. C'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, quand on consomme des tenants dans le cloud, des applications en mode SaaS, on souscrit un service, on ne se pose pas la question de quelle est la version de l'hyperviseur, du stockage, comment je le mets à jour. On achète un service SaaS et il est agile, scalable, il est complètement automatisé, et que pour passer à l'échelle de 10 utilisateurs à 1000 utilisateurs, on n'a pas à se soucier de la façon dont on va provisionner l'infrastructure. C'est ça l'idée aujourd'hui, c'est aussi d'avoir une nouvelle architecture qui puisse s'adapter aux usages en toute indépendance des infrastructures matérielles, donc de rompre avec le modèle appliance finalement. Donc ça, c'est le Gartner qui communique sur cette étude fin d'année 2019, et comme je vous l'ai dit, on regarde de l'émergence de Cato Networks qui, depuis 2015, communique sur son modèle d'architecture basé sur 4 piliers. Alors le premier, vous l'avez compris, c'est la convergence des services de réseau de sécurité. Le deuxième, c'est d'intégrer tous ces services dans une plateforme unifiée qui s'appelle le Cato SASI Cloud, qui est une plateforme cloud native. Cloud native, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'elle est conçue sur les concepts du Web Scale IT, système distribué, base de données distribuée, donc de l'Elasticsearch. On a un moteur d'IA qui permet de collecter de l'information en temps réel sur l'état de santé des architectures, des liens réseau, des usages applicatifs. C'est développé en containerisation, en microservices, en full API, avec des process de CI/CD, donc d'intégration en service continu, ce qui fait que les clients n'ont plus à manager les montées de version, la mise à jour des firmware, le patch management, donc tout ce qui est lié en fait aux contraintes de gestion d'un modèle appliance aujourd'hui, puisqu'on dispose finalement d'une architecture full SaaS avec une plateforme qui va vous offrir des services et vous consommez les services à la carte. Le troisième point, il est fondamental, c'est l'aspect global, et j'y reviendrai dessus un petit peu après. Cato dispose d'une dorsale, ce qu'on appelle un backbone privé, complètement opéré par Cato. C'est finalement un hub de connexion mondiale. Et c'est ce qui va nous permettre de délivrer les mêmes services à l'international, quelle que soit la localisation du pays. Typiquement avec la Chine, ce qu'on évoquait tout à l'heure, on a un accord avec le gouvernement chinois jusqu'en 2030. On utilise les Tier 1 et les opérateurs locaux en Chine pour délivrer des services au sein du backbone Cato, pour garantir la continuité de service. Et tout ce qui est lié à l'évasion locale Internet, dans les architectures, puisqu'on a ce type de service, les proxy web et autres, on s'appuie sur la réglementation régionale, locale, donc en l'occurrence en Chine, mais ça pourrait être le cas aussi en Europe de l'Est, ça pourrait être le cas en Amérique du Sud, avec les spécificités régionales de chaque pays. Et le dernier point, c'est Full Edge, c'est la capacité à adresser finalement toutes les ressources, qu'elles soient on-prem ou dans le cloud, qu'elles soient dans le cloud chez un cloud provider, mais qu'elles soient également exécutées sous forme de services SaaS, et on les intègre directement à l'infrastructure Cato. Idem pour la mobilité, on va intégrer un service de ZTNA ou de SDP, peu importe le terme, pour garantir un accès sécurisé à l'ensemble des utilisateurs en dehors de l'entreprise. Alors, vous l'avez compris, notre ADN, il vient du monde de la sécurité. Shomo Kramer, Gurdjieff. C'est important pour nous. Notre actualité dans notre quotidien nous montre qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont victimes de ransomware, d'attaques de sécurité. Pour autant, la plupart de ces entreprises, elles disposent des meilleures solutions de firewalling de la Terre. Palo Alto, Fortinet, Checkpoint. Pour les 4 cités entre eux, c'est les technologies qu'ils utilisent. On a vu l'Ishermel, une entreprise lyonnaise basée à Vez, qui a été victime d'un ransomware, qui n'a pas pu restaurer des bandes avant 2016, et donc qui a dû se placer en redressement judiciaire. Donc on voit l'impact de ces effets. L'idée, ce n'est pas de vous faire une leçon de morale sur la sécurité, c'est juste de vous dire qu'une nouvelle approche émerge, c'est ce qu'on appelle le 0D. Et le 0D, c'est de faire en sorte finalement que son infrastructure de sécurité, elle soit la moins vulnérable possible, la plus à jour possible, en fonction des failles de sécurité qui existent sur le marché. Et donc pour faire ça, il faut être capable d'être agile. Et le fait d'être une solution cloud native en mode SaaS, nous, chez Cato, ça nous permet de maintenir pour vous l'intégralité de vos moteurs de sécurité, que ce soit un IPS, un anti-malware, un anti-malware next-gen, un moteur CASB. On va mettre à jour au quotidien, tous les jours, toutes les heures, avec des équipes de SOC et de NOC qui sont chez Cato Networks. Donc c'est là où je parlais d'une offre de service. On va maintenir et mettre à jour et faire vivre
tous ces patchs de sécurité. Donc, si vous êtes client, vous recevez chaque semaine une mise à jour de tout ce qui a été updaté dans l'infrastructure, que ça passe par les moteurs de sécurité avancés, mais aussi la database de reconnaissance applicative. On sait qu'au mois de décembre, il y a eu pas mal d'attaques autour de Log4j. En moins de 12 heures, l'intégralité des backbones Cato était protégée. En tout cas, les clients qui utilisent l'infrastructure Cato étaient protégés contre ce type d'attaque avant même qu'ils aient pu patcher leur serveur. Donc ça, c'est je dirais une proposition de valeur assez unique de Cato, c'est le fait d'être sur un modèle cloud natif convergé qui nous permet d'offrir ce type de service à nos clients. Très récemment, on en a vu un autre qui a eu beaucoup d'impact, c'est Java Spring. Et pareil, en moins de 20 heures, tous nos clients étaient sécurisés, protégés contre ces types de vulnérabilités. Donc en temps réel, on a une équipe de SOC qui est dispatchée entre les 3 continents. C'est une 60aine de personnes qui font en temps réel du pen testing et qui vont analyser la disponibilité des services, la résilience, mais aussi le niveau de sécurité. Et on maintient à travers des algorithmes à la fois qu'on développe nous, des signatures également avec des tiers comme SentinelOne, plus des moteurs d'IPS sur lesquels on va aussi travailler sur les bases open source et nos propres bases. Chez Cato, on a développé 55 algorithmes et des pots de brevets sur des mécanismes d'intelligence artificielle pour mesurer les failles de sécurité. On a été reconnu, on a une dizaine d'awards sur le sujet. Et Shlomo Kramer, en fait, est, depuis plus d'une vingtaine d'années, une personne qui a reçu le plus grand nombre d'awards dans le monde de la sécu. C'est important parce que c'est l'ADN de la société. Puis quand on est nouveau sur un marché, c'est important de savoir qui sont les concepteurs de la technologie. Donc la modélisation est assez simple. La première démarche, ça va être de connecter les ressources. C'est là où la brique réseau prend tout son sens dans le modèle SASI, donc le SD-WAN, le ZTNA, le SDP. Et là, ça va nous permettre de connecter les data centers, les sites, les agences, les usines, les magasins, les tenants dans le cloud, les applications en mode SaaS, les utilisateurs mobiles à l'architecture Cato, donc au backbone et à l'architecture Cato Cloud. Une fois que ces ressources sont connectées et qu'on a une visibilité sur le trafic au sein du backbone, on va pouvoir assez facilement appliquer des politiques de sécurité et protéger l'intégralité de ce trafic à travers des mécanismes de réseau, de firewalling, de one firewalling, de proxy web, d'IPS, d'anti-malware, de moteur CASB, pour manager la sécurité. Et on va le faire de façon assez simple, puisqu'on va le faire en fonction de qui peut accéder à quelles ressources. Donc, je suis un utilisateur dans une entreprise, j'appartiens au service RH, je peux me connecter aux applications SIRH, qu'elles soient on-prem ou dans le cloud, que je sois derrière un site ou en mobilité, j'aurai les mêmes accès, les mêmes droits, les mêmes règles de connexion. Et tout ça, donc ça s'opère à travers une seule et même console unifiée, qui permet d'avoir une visibilité en temps réel sur l'état de santé de l'architecture, de monitorer aussi, je vous le montrerai assez rapidement, comment vit une infrastructure et l'état de santé en temps réel de la disponibilité des liens, des services, des applications, pour travailler sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non. Donc, le troisième pilier, je reviens dessus, notre dorsal, ce fameux backbone qui nous permet aujourd'hui de délivrer finalement les services Cato. On avait 2 options, soit héberger nos services chez Azure, Amazon, GCP. On n'aurait pas été maître de notre destin, on n'aurait pas pu offrir des SLA à nos clients, on n'aurait pas pu travailler sur le capacity planning correctement. Donc, on a décidé d'opérer, d'intégrer et de construire notre propre dorsal global, mondial, notre backbone, donc qui est constitué d'un certain nombre de POP, donc 74 exactement. Un POP, ça veut dire un point of presence. C'est des équipements dans des data centers. Donc, on en a 3 en France. On en a 2 à Paris et à Marseille. Donc, dans ces data centers, on a des serveurs x86 organisés par cluster, 5 clusters par data center pour avoir de la résilience. Et sur ces clusters, on a nos applications, nos solutions logicielles qui sont déployées, nos outils de capacity planning pour mesurer la disponibilité, mais aussi les besoins en termes de nouvelles ressources en fonction des nouveaux clients qu'on signe, des clients qui étendent leur périmètre sur des nouveaux sites, des nouveaux usages, des nouveaux services. Donc tout ça est opéré par Cato et on l'a à l'échelle internationale. Et le fait d'être sur des systèmes distribués, ça nous permet d'avoir construit un réseau full mesh connecté entre eux où toutes les instances de nos clients tournent sur l'intégralité des POP. Donc si je suis un utilisateur en France, je me connecte sur les POP le plus près. Si je vais me déplacer sur un site qui est en Asie, je me connecterai directement sur les POP en Asie, au plus proche finalement, pour avoir une latence et une performance la plus réduite. Alors comment on fait ça? Dans ces POP, on achète des collectes chez les Tier 1 opérateurs. Donc les Tier 1, ce sont ceux qui délivrent l'Express Route, le Direct Access, l'accès Internet en fait, tout simplement,
Un Jaguar Network aujourd'hui est plutôt un tier 2, un tier 1 ça va être de Orange, de SFR, du Bouygues, du Free. Les tier 1, ce sont ceux qui délèvent l'express route, ce sont ceux qui tirent les fibres entre les continents, les zones géographiques à l'international. Et on passe par, quand on va sur Google, sur Office 365, quelle que soit la localisation de votre tenant, qui peut être en UK, à Amsterdam, à Dublin, en Irlande, on passe soit par Paris, soit par Marseille, donc par ces fameux tier 1. Voilà, donc l'idée d'avoir 4-5 tier 1, c'est d'avoir de la résilience, de la redondance et de pouvoir proposer des optimisations du trafic à l'international entre les POP. La façon de matérialiser ce que je viens d'évoquer, donc on a ce backbone qui est finalement cette épine dorsale où on a différents liens, des tier 1 qui nous permettent de gérer le trafic. Tout ça, on va l'opérer à travers des mécanismes développés par Cato. Tout ce que je vous explique, c'est développé par Cato from scratch. Il n'y a aucun rachat de technologie derrière, ça a été complètement redéveloppé. Donc tous les mécanismes de réseau vont nous permettre d'optimiser le trafic au sein des POP, au sein du backbone à l'international. Et dans ces POP, on va également exécuter tous les services de sécurité. Un firewall next-gen, un proxy web, un moteur d'IPS, d'anti-malware, un moteur CASB. Et tout ça va être disponible à l'intérieur des POP. Et ce service, ce backbone, ces services, le niveau de disponibilité Cato est de 99,999. Ça correspond globalement à 8 minutes d'interruption de service par an. Voilà, donc ça, c'est un engagement de disponibilité et de service que prend Cato Networks pour l'intégralité de ses clients. Une fois qu'on a cette dorsale et qu'on a ce service tenant disponible, il faut connecter les ressources. Et c'est là où la brique SD-WAN prend tout son sens. Donc, on va pouvoir connecter à travers ce qu'on appelle les Cato Sockets. Ce sont des petits boîtiers dépourvus d'intelligence. Parce que vous l'avez compris que l'intelligence, elle tourne dans les POP de Cato. Mais ces boîtiers vont quand même avoir un rôle, plusieurs rôles. Le premier, c'est de pouvoir agréger différentes connexions Internet ou MPLS, temps d'une période de transition ou de coexistence des deux technologies. Et donc, on va pouvoir agréger jusqu'à 3 liens d'opérateurs différents, de technologies différentes. Ça pourrait être de l'Internet, ADSL, de la fibre, de la 4G, de la connexion par satellite. Et on va pouvoir définir en fonction de la disponibilité de la bande passante sur ces liens et de la façon dont sont utilisés les services applicatifs sur le site, de gérer intelligemment une qualité de service basée sur le temps réel. Donc, on va analyser, monitorer ce qui se passe réellement pour pouvoir disposer de la bande passante et mettre les meilleurs, et adapter la classe de service en fonction de cette disponibilité. Pourquoi? Parce que l'Internet, en fait, c'est imprédictible. Donc, même si on souscrit à une fibre de 100 mégas, on n'aura jamais 100 mégas. On aura des pics d'activité, on peut descendre à 40, 100, on peut avoir 200. Et il faut adapter le modèle en fonction de la réalité des usages. Là, je vais me permettre de basculer rapidement sur la console Cato, parce que je trouve que ça a du sens de vous montrer en temps réel ce que ça peut donner. Donc là, on est sur un tenant qui s'appelle le Cato Access Demo. Ah, alors on me dit qu'on ne le voit pas. On me dit qu'on ne le voit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je vais faire ça. Alors là, je vais partager juste derrière. C'est bon. Okay. Excusez-moi. Donc là, je suis sur un tenant de démo. C'est une plateforme multi-tenant. Donc, je suis connecté sur une console web sécurisée avec un certificat, bref. Et donc là, je tombe sur un tenant qui dispose de 70 sites à l'international. On voit les petits drapeaux. Je peux filtrer sur ce que je veux, la connexion à des POP, des sites, des pays. Par exemple, je vais mettre le focus sur la France. Hop, là, j'ai tous les sites France et je vais regarder le Cato HQ France qui, rapidement, je vois qu'il dispose de 2 liens, un lien One 1, un lien One 2, un lien chez SFR, un lien chez Orange. Et si je veux regarder l'état du trafic, donc plus pour les personnes qui aiment la visibilité réseau, là, je vois que j'ai 2 liens agrégés qui m'offrent un certain niveau de bande passante, de latence, de gigs. Et là, j'ai des statistiques réseau sur les cas d'usage en entrée et en sortie, sur la consommation moyenne de mes liens, sur les paquets perdus, sur les flux, sur la distance, la lag, la latence, la gig, l'âge du tunnel, et puis les paquets perdus. Donc, j'ai vraiment une information très détaillée à travers finalement une sonde réseau. Et là, ce que je vois, c'est que j'ai des informations sur les 2 jours, mais si je veux zoomer sur ce pic d'activité, je le fais comme ça. Et là, je vois en temps réel la performance de la solution. C'est l'Elasticsearch et l'IA qu'on a développé autour de la base de données qui nous permet d'avoir très rapidement de l'information sur ce qui s'est produit. Donc, je peux revenir sur des statistiques beaucoup plus grandes. On va enregistrer 6 mois de log par défaut.
sur la plateforme. Et puis, par rapport à la remarque de tout à l'heure, où on a des informations sur le réseau, mais pas forcément sur les applications, ben là, je l'ai. Je peux savoir exactement sur ce site quelles sont les top applications qui ont été consommées, par qui, et puis je peux les ranger par catégorie. Ben là, j'ai les applications du Zoom, du YouTube, du SharePoint. Je peux l'avoir par catégorie, tous les flux, par exemple, de voix sur IP. Voilà, chez nous, on consomme du Zoom, du Skype, du Ring Central, du GoToMeeting, voilà, toutes les technologies disponibles en fonction de nos interactions avec nos clients et prospects. Je peux l'avoir également par utilisateur. Voilà, Sylvain consomme quel type d'application. Ou je peux l'avoir par catégorie, tout simplement par mon destination, c'est-à-dire qui se connecte finalement à Office 365, quelle est la bande passante. Ça me permet d'optimiser derrière ce qu'on appelle la qualité de service. Et la qualité de service, je la gère au niveau de macOS. Et sur la même façon, je vais pouvoir générer des classes de service jusqu'à 200. Donc, on a une granularité très fine. Ça peut être géré globalement au niveau de l'intégralité des sites, mais granulairement au niveau de chaque site. Si les usages sont différents, entre une usine et un site administratif, les usages peuvent l'être. Et donc, on va adapter la qualité de service en fonction des usages réels. Et là, je vois la façon dont elle est consommée avec les niveaux d'utilisation. Est-ce que j'ai eu des points de saturation? Et si j'en ai eu un, par exemple, là, un point de congestion, je peux cliquer dessus, aller regarder ce qui s'est passé exactement pour réadapter éventuellement certains services dans d'autres classes de services. Et puis, je peux zoomer aussi sur ce qu'on appelle le real-time. Et là, je vais pouvoir voir ce qui se passe en temps réel sur ce site, c'est-à-dire le niveau de disponibilité des biens, des services, la façon dont sont consommées les applications. Et ça va me permettre d'agir en cas, par exemple, d'appel au support sur du troubleshooting, de pouvoir regarder, contrôler, éventuellement aider l'utilisateur à résoudre l'incident. Donc là, du coup, ça met un petit peu plus de temps à charger parce qu'on a des informations en temps réel sur le site. En parallèle, je vais en ouvrir un second. Hop. J'ai un autre tenant là, qui s'appelle Joseph Demo. Et c'est pareil, un de mes collègues. Donc là, j'ai le temps réel. Là, je vais voir les applications qu'il consomme. Donc lui, il a un lien 4G et un lien FTTH, une fibre. Et là, je vois en temps réel là, les applications qu'il est en train de consommer. Donc, il fait du Zoom, il fait du Google Apps, du Slack. Et je vois la consommation de la bande passante sur les différents liens, s'il y a des paquets perdus. Donc, l'activité pour pouvoir éventuellement résoudre ce qui se passe. Et là, c'est pareil, je peux aller voir la consommation de ma classe de service en temps réel. Donc là, j'ai les différentes classes de service que mon collègue a créées. Et je vois la façon dont elles sont consommées avec ma bande passante nominale. Donc, nominale, ça veut dire la bande passante réellement disponible à l'instant où on parle ensemble. Voilà, donc là, c'est entre midi et 2, donc l'activité, forcément, est peut-être un peu moins. Voilà, je vais retourner sur la présentation. Est-ce qu'il y a peut-être des questions par rapport à ce que vous venez de voir, là, par rapport à l'interface? Ou c'est tout bon? Voilà. Bon, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu la simplicité d'utilisation sur toute la stack de monitoring. Alors, l'intégration, c'est aussi simple. Il nous faut en moyenne 15 minutes pour connecter à un site, le paramétrer correctement. Il y a des services d'auto-discovery. Les sockets qui sont envoyés chez nos clients ont été scannés par notre service logistique. Elles remontent automatiquement dans le tenant. Vous recevez un petit pop-up et vous n'avez plus qu'à paramétrer en suivant en Wizard. Donc, c'est extrêmement simple. Je vous ai cité tout à l'heure la société Grand Frais, qui est client Cato Networks, qui déploie en moyenne entre 30 et 40 sites par mois en ce moment. Donc là, on a vu le côté SD-WAN et la façon dont il va nous permettre de connecter les services data center et les agences, les sites, les usines. Et puis, on a aussi une brique SDP, donc c'est vous gérez la mobilité. Donc ZTNA, ça veut dire Zero Trust Network Access, SDP, Software Defined Perimeter. C'est deux termes différents, mais qui veulent dire la même chose, c'est offrir une connexion de mobilité intelligente. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir scanner le poste de travail et à travers un certain nombre de critères d'éligibilité, d'offrir un accès granulaire aux ressources de l'entreprise. Donc, c'est par exemple, on va pouvoir scanner que le poste il appartient au domaine, qu'il dispose d'un certificat, qu'elle a un antivirus qui est actif, que cet antivirus il est à jour dans la dernière version et qu'il est bien up-to-date sur le poste. À partir de là, je vais monter une connexion sécurisée vers le POP le plus près. Typiquement, moi, je suis lyonnais, comme vous. Souvent, je suis connecté à Paris. Ça m'arrive d'être connecté à Munich. Quand je vais en déplacement à Lille, je suis souvent connecté à Bruxelles. Quand je suis à Toulouse, je suis souvent connecté à Madrid. Donc, le calcul de la localisation du POP pour avoir de la performance, c'est les mécanismes Cato intelligents qui vont permettre de manager en temps réel le routage en fonction de la performance, de la disponibilité, de la latence des réseaux. Et puis, on a parlé des services cloud, donc des tenants dans le cloud, des applications SaaS.
Et ben, de la même façon que je vais pouvoir connecter un site avec un boîtier SD-WAN, ben, je vais pouvoir avoir une version virtuelle de ce boîtier et pouvoir connecter directement mon Amazon, mon Azure, mon GCP, mon OVH, mon Jaguar, mon Claranet, peu importe le provider, je dirais, directement au backbone Cato et pas dans un MPLS privé ou au niveau d'un cœur de réseau. Là, l'idée, en fait, c'est d'être au plus proche systématiquement de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que si je suis un utilisateur derrière un site et que je veux accéder à une application hébergée sur mon tenant de Cato, je n'ai pas besoin de repasser par un concentrateur dans le data center. Je vais directement à travers le backbone aller chercher la ressource à l'endroit où elle est exécutée. Si ce data center il est exécuté en France, tant mieux. Si je suis utilisateur en Chine, ben, je passe par le POP en Chine, je me connecte au POP de Paris et j'accède au tenant Amazon sans repasser par un concentrateur de data center. Idem pour une application en mode SaaS. L'Office 365, on sait souvent, voilà, pour beaucoup de clients, c'est UK ou Dublin. Pour la France, eh ben, je n'ai pas besoin de repasser par mon POP de Marseille ou ailleurs pour aller à Dublin. Je vais me connecter au POP le plus proche qui va me router vers Dublin. Et surtout, ça va me permettre de connecter toutes ces ressources de façon sécurisée à travers le backbone. Donc, c'est une façon de dire que pour un utilisateur, pour accéder à Office 365, pour accéder à mon tenant, à mon application hébergée en mode SaaS Cloud, je dois passer par le backbone Cato. Que je sois derrière un site ou dans un contexte de mobilité, j'ai un outil de connexion réseau qui va me permettre d'accéder au backbone et donc d'accéder aux ressources de manière sécurisée. Pourquoi? Parce que je suis là, je me connecte, je passe par le POP et dans ce POP, j'ai tous les services de sécurité qui s'exécutent. Un IPS, un anti-malware, un anti-malware next-gen. J'ai des règles de sécurité de firewalling. Donc, à partir du moment où j'interromps le trafic entre l'utilisateur et sa source, qu'elle soit dans le data center ou dans le cloud, j'analyse le trafic, je suis capable d'analyser, par exemple, une faille de sécurité, une attaque potentielle, et donc de bloquer ce type de service. Tout ça, donc ça s'opère à travers une seule console que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est ça la proposition de valeur de Cato, c'est de pouvoir contrôler, manager l'intégralité du trafic, à la fois sur le WAN, puisqu'on dispose d'un WAN firewall, c'est-à-dire communiquer entre site à site. Si je fais de la voix sur IP, entre deux agences sur du Teams, ben c'est dommage de repasser par un concentrateur ou un MPLS ou un cœur de réseau pour connecter les deux sites entre eux. Et pourtant, quand on fait ce genre de service, on a besoin aussi d'une qualité de service symétrique, c'est-à-dire bidirectionnelle des deux côtés. Et c'est ce que va aussi offrir Cato, puisqu'on a une qualité de service qui n'est pas basée sur un modèle de boîtier à boîtier, mais de boîtier à réseau. Et donc, c'est le réseau qui manage la qualité de service sur l'intégralité des services que vous aurez identifiés dans l'architecture Cato Cloud. Donc, si je reviens sur l'interface, donc là, depuis tout à l'heure, on voit qu'il y a pas mal d'activités en temps réel de mon collègue qui s'opèrent avec. Ça, c'est vraiment bizarre. Hop, je reviens dans l'interface. Donc là, je vois voilà, l'activité que mon collègue produit sur ces liens. Et je peux aller aussi sur quelque chose qui est important, c'est la partie événementielle. Donc, on intègre un CIEM dans la partie Cato. Là, on voit qu'on a 36 000 événements collectés. L'idée, c'est d'aller restreindre l'information. Je vais regarder ce qui se passe là, sur cette période de temps. Et puis, par exemple, je vais regarder ce qui s'est passé sur la partie Internet Firewall, donc une proxy web. Quels sont les événements majeurs que j'ai pu avoir? Et en termes d'action, je peux aller choisir, par exemple, ce qui a été bloqué. Voilà. Et là, tout de suite, je zoome sur, tiens, c'est bizarre, il y a eu des choses bloquées, pourquoi? Et je regarde l'information et là, je vois que j'ai un utilisateur qui a voulu accéder à une application iCloud qui a été bloqué. Cet utilisateur est localisé en France. La règle de firewall qui l'a bloqué, c'est le moteur de firewall, la règle de default block for catégorie. Il a voulu se connecter à un réseau depuis le site de Paris, depuis un OS iOS, donc Mac, etc. Donc, j'ai de l'information précise sur ce qui s'est passé, pourquoi ça a été bloqué. Voilà. Et l'idée, derrière, c'est de pouvoir manager correctement sa sécurité. Donc, le monitoring, pour nous, il est intéressant. Donc, on a cette topologie, on a cette vue événementielle. On va pouvoir avoir une granularité d'informations qu'on va pouvoir aller regarder sur des laps de temps plus ou moins longs. On a la partie thread. Donc là, c'est toute la partie analytique liée au moteur de sécurité, l'IPS, l'anti-malware, anti-malware next-gen. Là, on va analyser tout le trafic qui a été identifié comme compromettant, avec des failles de sécurité qui proviennent d'un différent lieu géographique, mais de différents types de services, depuis des applications web, depuis des applications RDS, depuis des applications plus traditionnelles. Et donc, on voit toute l'activité qu'il y a eu dessus, ce qui a été bloqué.
Ensuite, je retrouve mon moteur d'analytique data avec une notion globale, un dashboard qui me montre la façon dont sont consommées majoritairement mes applications et leur localisation. Et puis, j'ai aussi une notion d'application un peu… elles sont bizarres. C'est bizarre qu'on utilise ce type d'application. En tout cas, en termes de visibilité, ça ne fait pas partie des usages quotidiens de l'entreprise. Donc, on me remonte un certain nombre d'infos sur des applications qui devraient ou pourraient être bloquées ou tolérées sur certaines plages horaires que je peux sanctionner ou pas finalement dans mon architecture. Typiquement de l'iTunes, de Netflix. C'est quand même bizarre de voir ces applications utilisées. Ensuite, donc ça, c'est le moteur CASB, c'est l'analytique, c'est le Shadow IT. Ça va me permettre de rebondir sur cette partie-là. On a une bibliothèque d'à peu près 15 000 applications aujourd'hui en termes de visibilité, de reconnaissance, et on donne une scorecard à ces applications. Donc c'est aussi, ça fait partie de notre moteur CASB. La scorecard, c'est donner la compliance de ces services applicatifs par rapport aux standards du marché et la manière dont on peut les intégrer avec des process de sécurité connus. Est-ce que je peux couper un MFA? Est-ce que je peux chiffrer? Est-ce que je peux faire l'inspection TLS? Ce genre de choses. Sur le protocole, ça vous donne en fait une information finalement assez précise de services que vous consommez et ce qui nécessite d'être renforcé au niveau de la sécurité ou pas. La partie analytique, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais là, je vais la voir sur l'intégralité des sites connectés, plus que sur un focus. Et là, je vais basculer sur la partie sécurité, juste pour vous montrer deux aspects intéressants. Donc, on a bien un Internet Firewall. Donc là, c'est comment je vais protéger, autoriser tous mes flux entre mes sites à destination de l'Internet. Donc, l'Internet, c'est la navigation web, mais c'est aussi la consommation de services SaaS, cloud. Là, je vois que par défaut, je peux travailler sur des notions de catégorie, bloquer des sites qui n'ont pas lieu d'être. Donc là, j'ai bien une règle qui bloque des sites. Mais je peux aussi prompter un certain nombre d'entre eux qui pourraient être pas forcément autorisés, mais partiellement. Je peux gérer des exceptions. Et je peux créer des règles à destination de certaines applications. Par exemple, autoriser du WeTransfer, du Dropbox, analyser le comportement, je pourrais le faire à ce niveau-là dans l'Internet Firewall. Et puis après, j'ai ce qu'on appelle le One Firewall, et c'est là où on retrouve la notion de bidirection. C'est-à-dire qu'on va gérer vraiment la sécurité des flux et du trafic entre les sites et entre les utilisateurs. Donc là, je vois un utilisateur qui peut accéder depuis un VLAN d'un site vers un certain groupe d'applications. Là, je vois un VLAN qui ne peut pas communiquer, qui est autorisé à communiquer avec un autre VLAN. Je vois des sites qui sont capables de communiquer vers des tenants dans le cloud, etc. Et toute cette granularité, toute cette finesse, je peux le gérer là. Puis j'ai dit, c'est une plateforme de service, donc on n'est pas obligé de tout utiliser. Si je veux activer l'IPS, je peux. Si je veux activer l'anti-malware next-gen, je peux. Si je veux activer la TLS inspection, je peux. Si je veux utiliser le moteur CASB, je peux également. Donc l'avantage du moteur CASB, c'est qu'il va manager, monitorer, sécuriser toutes vos applications SaaS. Donc, quand on fait de l'Office 365 et qu'on veut manager, par exemple, le OneDrive, le SharePoint, qui peut accéder à OneDrive, qui peut accéder à SharePoint. Je reçois un lien dans ma messagerie vers un WeTransfer. Si je clique dessus, ça m'ouvre la page et je peux télécharger. Là, je peux restreindre les accès. Typiquement, WeTransfer en upload depuis n'importe quel utilisateur de n'importe quel site, ce n'est pas autorisé chez nous. Voilà ce que je voulais vous montrer assez rapidement en termes de démonstration. J'ai un petit peu débordé, donc excusez-moi.